Démarrons alors. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dont l'objectif est de partager une synthèse des travaux menés par le Cercle Sésame sur les conditions de succès du déploiement des outils d'architecture système. Donc, je suis Yann Cuder, architecte système chez Sésame, et je suis très heureux d'accueillir David Augendre, Bonjour à architecte tous. système et process leader chez Stellantis. Donc, on va vous présenter la restitution d'un premier travail que l'on a mené qu'on a mené à peu près entre la fin 2024 et le début d'année sur le déploiement des outils d'architecture système. Et tout d'abord, je vais vous introduire brièvement ce qu'est le Cercle Sésame. Donc, vous aviez dans l'invitation quelques éléments relatifs à cette présentation. En gros, le Cercle Sésame, c'est un groupe de participants, ingénieurs, architectes systèmes, de différents grands groupes industriels. Vous avez sur le côté de la présentation l'origine de nos différents participants qui, finalement, participent chaque mois à une session de travail sur lequel on va discuter d'une problématique qui est rencontrée dans son quotidien en tant qu'ingénieur, en tant qu'architecte système. Et on a donc traité un premier thème à partir du mois de septembre jusqu'à ce tout début d'année, un premier thème qui a été relatif aux outils à utiliser au service de l'ingénierie système, sachant que l'idée c'était de procéder à un retour d'expérience basé à la fois sur une collecte, un partage des activités métiers à soutenir, des problématiques rencontrées aussi dans les différents contextes d'entreprises qui ont participé, les attendus de ces outils, les critères de sélection de ces outils, le processus associé, et puis la dimension change management, la conduite de changement associé. On a prévu d'autres restitutions, deux autres restitutions sur, d'une part, les activités et métiers à soutenir et les problématiques rencontrées et les modalités et critères de sélection des outils. Et on commence aujourd'hui avec ce premier thème qui est la conduite de changement associée au déploiement d'un outil au service de l'architecture système. Donc, on va vous présenter la restitution des échanges qui ont lieu sur ce thème avec le groupe, sachant que David, juste pour faire lancer un petit peu la discussion, nos échanges, je voudrais savoir un petit peu ce qui t'a attiré dans à la fois le Cercle Sésame et dans le traitement de ce thème en particulier. Qu'est-ce qui- Merci pour me donner la parole, Yann. Donc en effet, moi j'ai intégré le Cercle de Sésame cette saison-là, 2024-2025. Déjà, la première chose, c'était de pouvoir d'échanger avec d'autres industriels venant de d'autres domaines d'ingénierie, tels que l'aéronautique, tels que l'aérospace, etc. Déjà d'avoir cet échange-là, parce qu'en effet, l'ingénierie système, ça touche plein de domaines différents, et potentiellement, on a des approches ou des applications différentes de cette ingénierie système. Donc, le fait de faire partir de ce cercle et de pouvoir échanger sur ces sujets-là était hyper intéressant. Et en effet, comme tu l'as évoqué, il y aura plusieurs sujets qui vont être abordés sur l'année. Et nous, aujourd'hui, chez Stellantis, vous le savez peut-être, on a eu une grande fusion entre deux grandes compagnies automobiles qui étaient Fiat Chrysler et Peugeot Citroën, DS. Et donc, dans ce cadre-là, là, depuis 2021, on a des réflexions stratégiques sur le déploiement de l'ingénierie système, les outils associés à cela. Et donc, le thème était complètement en alignement avec nos besoins du moment. Très bien. Merci beaucoup, David. Et donc, le Cercle César, bien sûr, il est ouvert à tous les architectes systèmes, ingénieurs qui sont intéressés par des échanges sur les problématiques du type de celles dont on va parler aujourd'hui. Alors, avant de démarrer, peut-être un peu une précision par rapport au sujet traité. Donc, on a dit, on va s'intéresser aux conditions de succès du déploiement des outils et de l'architecture système. Et ce qu'on dit ici, c'est qu'on ne va pas s'intéresser seulement, bien sûr, au déploiement lui-même, à travers la stratégie associée, la définition de la stratégie associée, sa planification, la constitution de l'équipe des acteurs à associer, mais bien à tout le cycle de vie du produit, de la solution informatique qu'on va mettre en œuvre, sachant qu'on est dans une approche système. Ce qui nous intéresse, c'est bien toutes ces phases de vie.
et en particulier, je pense aux phases amont, où on va mettre en place toutes les conditions qui vont nous permettre de réussir le déploiement, sachant que dans cette phase amont, cette phase de planification notamment, on va s'intéresser à toutes les autres phases de vie. Ça, on en reparlera un petit peu après. Mais donc, c'est pas, quand on parle du déploiement, hein, on ne va pas se focaliser strictement dans la vision informatique, je dirais, du déploiement d'un outil, mais bien de toute la préparation, toute l'anticipation. Et donc, la conduite de changement associé concerne bien toutes ces phases. Alors, maintenant, on va rentrer dans les différentes conditions de succès, facteurs de succès qu'on a identifiés avec le groupe de travail qui vont nous aider à réussir le déploiement des outils d'architecture système. On a, lors du travail avec les différents intervenants, les différents participants, réalisé un retour d'expérience à partir d'un certain nombre d'outils hein, qui vous sont probablement familiers. Et on va voir le nom ici. L'idée, c'est pas d'en faire une publicité. L'idée, c'est de montrer à partir de quoi hein, on a basé notre analyse. Donc ça, ce sont des outils donc, qui sont utilisés par nos différents participants à des fins de modélisation produits, de gestion d'exigences, sachant que ces utilisations, je dirais, techniques s'inscrivent dans des objectifs plus stratégiques, hein, d'amélioration de la performance de l'entreprise, de certains métiers, du partage de l'information, de la donnée, d'autres stratégies qui peuvent être aussi une recherche un petit peu de souveraineté numérique. Sachant que dans nos échanges, on a également pris en compte un certain nombre de contraintes que toutes les entreprises rencontrent hein, dans la diffusion, la mise en place de leurs outils informatiques. Hein. Ce sont notamment les contraintes de sécurité informatique, les contraintes posées par les infrastructures à disposition et la gestion du parc d'outils qui sont en place et la gestion, un problème aussi très, très crucial à intégrer, hein, c'est la gestion du legacy. À partir de ça, donc, on a réussi à mettre en évidence les facteurs de succès qui sont là, alors je vous les partage. Hein. Donc, d'abord, effectivement, premier facteur de succès, c'est partager les objectifs de la mise en place de l'outil et de la transformation numérique associée. C'est pourquoi finalement on va mettre en place cet outil et qu'est-ce qu'on cherche à améliorer, qu'est-ce qu'on cherche à transformer. Deuxième critère, c'est l'objectif d'implication des utilisateurs, des parties prenantes, je devrais dire plus largement, dans le projet de transformation. Donc les utilisateurs au sens très large, hein, qui vont être soit des utilisateurs de l'outil lui-même, soit des mainteneurs, soit des éditeurs. Donc à un moment de la phase de vie, je dirais, du déploiement de l'outil, on aura effectivement ces différentes parties prenantes que l'on devra intégrer. Troisième facteur de succès dont on va parler, la notion de structuration en mode projet. Alors vous verrez, il y a bien sûr des liens très forts avec les deux points précédents. Mais effectivement, ça a un impact très fort sur la manière dont on va appréhender la transformation associée. Et puis le dernier point est lié à la montée en compétence des utilisateurs. Alors ce qui sera intéressant ici, hein, c'est de regarder, bien sûr, on va déployer un outil, donc il va falloir former les utilisateurs, mais également, au-delà de la seule vision technique, hein, il y aura aussi la montée en compétence sur des manières de faire différentes, sur des processus qui vont évoluer. C'est-à-dire que là, on n'a pas un regard simplement technique, mais bien métier également de la transformation. Alors moi, en animant ce groupe de travail, je me suis dit, finalement, on a mis en évidence des facteurs de succès qu'on va rencontrer dans finalement toutes les transformations numériques. En fait, du coup, je me suis retourné un petit peu vers les participants, puis là, je vais faire de même avec David. Je me demandais, mais finalement, au-delà de facteurs de succès qui semblent finalement assez traditionnels dans ce genre de transformation, de ton point de vue, en quoi finalement ces facteurs-là, parler de ces facteurs-là sont importants?
Alors, en effet, hein, ça paraît une évidence quand on les écrit. Et finalement, comme tu l'as évoqué, ça a été le lot d'un certain nombre d'échanges et de structuration dans nos travaux là, dans le groupe. Je pense qu'en effet, on a tous fait le constat, y compris au retour d'expérience chez Stellantis, c'est qu'on a tendance à négliger ces étapes hyper importantes de structuration, d'identifier les performances, les objectifs qu'on souhaite atteindre avec cette nouvelle chaîne outillée ou cette nouvelle plateforme outillée. Et tu l'as évoqué aussi en introduction, en fait, souvent on associe le déploiement d'un outil uniquement à l'outil, mais il y a toute la transformation que va tirer cet outil et l'utilisation qu'on va en avoir avec les processus de l'entreprise, avec l'organisation de l'entreprise. On va les aborder juste après dans d'autres thèmes, mais la notion de structuration de ce changement de mode d'exécution, je dirais, est hyper importante à accompagner et à partager. C'est ce qu'on évoque, c'est-à-dire que mettre à disposition un outil du marché, OK, mais pour faire quoi? Quels vont être les impacts? Est-ce qu'on a bien identifié l'ensemble des impacts et pas que des impacts purement informatiques, IT, mais aussi sur les modes de fonctionnement, les modes d'exécution? Et je pense que le groupe complètement a mis en évidence que ces 4 facteurs-là étaient très importants dans le dimensionnement et la réussite d'un déploiement. David, merci beaucoup. Tu nous permets de faire en plus le lien directement avec le premier de ces thèmes, hein. Donc, le premier thème, partager les objectifs de la mise en place de l'outil et de la transformation numérique associée. Il y a un enjeu effectivement très fort qui est l'appropriation du sens de la mise en place d'un outil. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas seulement de dire, ben voilà, on va déployer un outil auprès d'utilisateurs, mais c'est bien de comprendre effectivement quelle est la stratégie associée. Et cette stratégie, évidemment, elle a un volet métier très fort, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, de chercher à améliorer de la performance, rendre plus fluide des processus, améliorer la circulation de l'information. Ce qu'on va chercher, c'est effectivement, hein, bien expliciter et partager les bénéfices recherchés d'un point de vue métier de cette transformation. Et j'avais parlé tout à l'heure des formations qui devaient toucher non seulement la partie outils, mais également la partie métier. On est effectivement là aussi dans le sens qu'on va donner à cette transformation. On a une obligation effectivement de bien, pour favoriser la compréhension du sens, de bien inscrire la mise en place de cet outil dans une transformation métier plus globale. Ça suppose aussi effectivement qu'on explique le sens de la transformation par les problèmes, par les enjeux d'amélioration que l'on veut mettre en place. Donc, euh, il y a des enjeux pour l'entreprise, il y a des enjeux aussi pour chaque partie prenante, hein. Qu'est-ce que je vais y gagner moi? Bah, certainement de l'ergonomie, mais aussi globalement, je vais contribuer à donner plus de valeur à mes activités dans le quotidien. Et puis, le dernier point, ça va être aussi de mettre, de pas forcément faire table rase du passé, hein. Si effectivement l'outil qu'on va mettre en place, que ce soit un outil de modélisation, de gestion des exigences, est un nouvel outil, c'est de voir un petit peu alors, ce qu'on peut garder. Et là, c'est pas tant sur l'outil, parce que si c'est un nouvel outil, bah, effectivement, bon, il y a peut-être des fonctionnalités communes, mais un univers complètement différent. Mais voir aussi au niveau des processus métiers ce qu'on va conserver, puis ce qu'on va faire évoluer pour coller avec les enjeux de cette transformation. Dernier point sur l'appropriation. Alors ça, je ne vais pas en parler très longtemps puisque ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Pour contribuer effectivement à bien faire comprendre le sens, c'est aussi d'intégrer les parties prenantes de la transformation dans le choix des critères de choix dans le choix des critères pour décider de la solution cible, hein, sachant que si vous vous impliquez dans la définition de ces critères, ces parties prenantes, ça permet effectivement de rendre les choses plus objectives, plus facilement acceptables. David, une question par rapport à effectivement ce lien entre le sens d'une transformation et la mise en place d'un outil. Chez Stellantis, vous avez un exemple assez important, hein, du fait comme tu l'as dit en intro, du rapprochement de deux grandes entités qui étaient Fiat et PSA, d'harmonisation de processus notamment. C'est ça, donc en fait, on a
On fait souvent le constat que l'outillage, c'est la dernière étape avant l'exécution et la réalisation des activités. Et donc, le déploiement d'un outil est souvent vu comme quelque chose de subi par les équipes. Et quand on a en effet fait le constat avec les deux grandes compagnies qu'on était et qu'on a fusionné, on avait chacun notre culture outillée, on avait chacun nos outils et associé à ces outils, chacun nos processus. Donc la première chose qu'il a fallu faire, c'est trouver des solutions de processus communs en vue d'un outillage commun, en sachant que, comme je viens de le dire, l'outil est souvent la dernière étape avant la réalisation des activités. Et donc, en fait, par l'outil, on va tirer toute une harmonisation des processus, des standards et des méthodes de travail. Et donc, dans la réussite de ce déploiement, il ne faut pas que l'outil soit vu comme étant un élément subi, mais bien comme un élément d'harmonisation au sens processus, exécution par les équipes. Très C'est pour ça bien. qu'il est très important, hein, quand on l'a évoqué tout à l'heure, d'impliquer les parties prenantes, de partager aussi ce mode projet tout au long de l'avancement de ce déploiement. Alors, tu parles d'implication des parties prenantes, hein. Donc, on a dit effectivement le partage du sens de la transformation, c'est un premier pas dans cette implication. Plus largement et plus concrètement, hein, on peut regarder maintenant un petit peu comment justement impliquer ces parties prenantes justement dans le projet de transformation, sachant que parmi nos parties prenantes, hein, on va parler des utilisateurs, des mainteneurs, des éditeurs, des managers également, qui sont un relais clé effectivement de la transformation. Donc l'idée, c'est effectivement d'aller à la lumière, hein, notamment du cycle de vie du produit que je vous ai partagé tout à l'heure, des besoins liés à la mise en place de l'outil choisi et de la transformation du périmètre métier associé. C'est effectivement d'identifier les bonnes personnes, hein, qu'on va appeler des référents. Et ces référents, comment on va les choisir? Ben, c'est en analysant effectivement, bah, je dirais l'entreprise cible, hein, en tant métier que IT, visée par cette transformation. Et on va analyser quels sont les périmètres métiers et IT impactés. Et c'est comme ça qu'on va faire ce choix des différentes parties prenantes. Ensuite, une fois qu'on a fait le choix de nos référents, eh ben, il faut veiller à bien les synchroniser, faire en sorte qu'ils soient bien au fait de toutes les évolutions des travaux de transformation à chaque étape clé du projet, et qu'on a partagé, qu'on a impliqué, hein, comme on l'a vu précédemment, à la fois sur le sens et aussi sur la conception de notre entreprise cible, hein, ces deux volets métier et IT. Sachant qu'effectivement, hein, je reviens un petit peu sur le terme de référent, quand on dit bah, en particulier, on identifie qui va être important par les parties prenantes à un moment du cycle de vie de la solution donnée, bah, on est assez clair. Par exemple, là, on peut regarder, hein, on parle de la phase de recette, hein, bah, c'est là que les acteurs projets vont pouvoir s'assurer que la solution est conforme, sachant qu'effectivement, ça peut être une manière, effectivement, au-delà de toutes les étapes préparatoires, de continuer à les fédérer sur la transformation. Petit point aussi, hein, sur l'implication, par exemple, dans le déploiement, on parle beaucoup dans des contextes de développement agile, hein, David, tu connais bien le sujet, sur effectivement, bah, sur sur un produit, un morceau de produit de solution, montrer effectivement qu'on peut tester dans un temps très réduit et montrer effectivement ce qui colle bien, ce qu'on peut améliorer, ce qui est une manière aussi, hein, en impliquant les parties prenantes, bah, de les convaincre de l'utilité de la transformation et de la mise en place de l'outil. Par Je rapport à me ça, permets je me permets un petit commentaire sur cette ouais. partie-là. En effet, hein, historiquement, on avait plutôt tendance à avoir un gros projet, on change l'outil et on travaille avec les éditeurs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a échangé dans le groupe, les éditeurs sont aussi plus transparents aussi à nous proposer des démonstrations, des solutions
qu'on peut présenter directement au métier pour voir si l'orientation qu'on prend en termes de processus et d'outillage est satisfaisante pour les différents métiers. Ce qui permet en effet de faire, premièrement, ce déploiement un peu incrémental, c'est-à-dire du test et puis des preuves de concept. Et en même temps, ça nous permet d'élargir ou de confirmer nos parties prenantes dans leur implication projet. Très bien. Merci David. Alors, ces deux premiers facteurs de succès, hein, d'application de nos parties prenantes dans le projet de transformation et de partage du sens de cette transformation, ils vont prendre, je dirais, une réalité à travers un mode projet, une structuration en mode projet. Et on a ici des conditions, les bons référents par rapport au bon périmètre de transformation métier IT concerné. Au-delà de ça, il faut effectivement aussi trouver bon sponsorship, trouver le bon sponsor, hein, celui qui va effectivement faire avoir autorité sur le périmètre de transformation et qui permettra, qui pourra donner au projet sa crédibilité, son poids, et puis donc les ressources et moyens pour délivrer. La gouvernance du projet, bien sûr, avec ses différentes activités, ses modes de fonctionnement, son planning, la définition des rôles et acteurs, ça c'est quelque chose d'essentiel. Et puis le planning, hein, c'est-à-dire que effectivement ces différentes activités, je vais les positionner dans le temps, sachant que ça, c'est effectivement là, quelque chose qu'on va devoir bien planifier. On a des objectifs aussi de planning, hein, de délai à respecter dans la mise en œuvre. Donc, l'anticipation sur le planning est également essentielle. Moi, j'aurais voulu savoir sur ce point-là, David, effectivement, deux points. Peut-être d'abord l'intérêt du bon sponsor. Est-ce que tu as des exemples à nous donner justement pour traduire cet intérêt, montrer cet intérêt? Oui, complètement. En fait, souvent sur le déploiement d'un outil, on va avoir un sponsor typé IT informatique qui va apporter l'animation des éditeurs, l'animation et le planning de déploiement associé à l'outillage. Mais c'est ce que j'ai évoqué, on a évoqué tout au long, c'est cette notion de partie prenante et des utilisateurs in fine de l'outillage. Et donc, il faut qu'on ait ce compromis entre la partie purement outillage avec un projet outillé et le changement et l'accompagnement du changement dans les métiers. Et ça nécessite aussi d'avoir une anticipation dans le projet parce qu'on va avoir le projet outillage qui va dire je mets en place mes serveurs, je vais déployer et ensuite je vais potentiellement faire de la migration ou de la structuration de données. Et puis ensuite, c'est bon, les utilisateurs, ils peuvent aller dedans. Non, le projet ne se limite pas à ça. On l'a évoqué tout à l'heure. Il y a des phases d'avant-projet où il faut impliquer les métiers sur les changements de processus parce que les outils évoluent et potentiellement, il faut qu'on change aussi nos processus pour ne pas avoir des outils customisés. Et il y a toute la partie après, c'est-à-dire une fois qu'on met en exécution, qu'on met les gens dans les outils à faire leurs activités, il faut continuer une phase projet pour le support, et on va l'évoquer, je pense, après, sur la montée aussi en compétences des personnels qui vont utiliser cette chaîne outil. Alors tout à fait, tu parles de la montée en compétences, c'est notre quatrième facteur de succès. Et en plus, tu en as parlé sur ces deux angles, métier et IT. Donc effectivement, d'un point de vue IT, hein, dans la montée en compétences, ben, il y a un nouvel outil à maîtriser, hein, que ce soit en termes de fonctionnalité, en termes de technologie, en termes d'univers, de langage par exemple, hein, si on on change d'éditeur. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qu'il faut anticiper. Et c'est globalement hein, cette courbe d'apprentissage, effectivement, qui prend généralement plusieurs mois, quelques années dans certains cas, effectivement, doit être vraiment prise en compte dans le travail sur la mise en place de l'outil et la transformation métier associé. Donc, il y a des actions de formation, hein, de coaching qu'on va mettre en œuvre, que ce soit via des prestataires, des experts, des champions de l'entreprise, entre guillemets. Ça,
sur ce volet IT. Et puis aussi, ne pas oublier effectivement la montée en compétences associée à la transformation des activités métiers. On a dit, voilà, il y a des processus métiers, des activités qui vont évoluer, qui vont apparaître, qui vont certainement vont disparaître. Donc ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, effectivement, il y a une dimension métier aussi à intégrer. Comment, globalement, sur ces deux angles, IT et métier, David, tu évaluerais votre manière de faire chez Stellantis dans le cadre de Donc, transformation? voilà, déjà, je confirme bien qu'il y a ces deux volets, hein, c'est-à-dire la montée en compétences des équipes IT pour déployer et ensuite pour faire la partie support. Et il y a bien le volet métier. Dans un déploiement d'outillage, le premier volet est quelque chose d'assez connu par les équipes IT en général, qui sont structurées pour le faire et qui ont cette capacité de monter en compétences. Ce qu'on néglige souvent, c'est l'autre volet, qui est la partie montée en compétences des équipes et des métiers. Comme on l'a évoqué, obligatoirement, il y aura potentiellement des petits chamboulements sur le processus global, sur les échanges de données entre les différents métiers. Et puis, l'ingénierie système amène un certain nombre d'évolutions, la modélisation, la simulation, on va parler de traçabilité, de lien avec les essais, donc ça, c'est des critères que vous verrez dans le prochain webinaire. Et donc, en fait, il y a on, on prend l'exemple souvent du passage de l'aspect à quelque chose d'un peu plus digital et numérique. Et donc, faut, au-delà d'apprendre aux gens d'utiliser l'outillage, il faut aussi leur apprendre un peu le mindset qu'il y a derrière l'architecture système. C'est-à-dire, en gros, les use cases, c'est quoi? Les différents types de modèles, c'est quoi? Ça sert à quoi? Parce que si on les met directement dans l'outil, ils sont un peu perdus. Et donc, ce volet montée courbe d'apprentissage sur l'outillage pour l'utilisation de l'outil, c'est important, mais il ne faut surtout pas non plus négliger les compétences, le savoir-faire métier associé à ces activités-là. David, merci beaucoup. Je surveille l'heure en même temps. Il nous reste 3-4 minutes. On va commencer un tout petit peu en retard. On va peut-être laisser la parole à certains de nos auditeurs. Alors, qui a des questions à poser sur ce sujet du déploiement des outils au service de l'architecture système, de la transformation associée? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On dit toujours, c'est la première question qui est la plus difficile. Ah, Pierre-Yves. Pierre-Yves Desjoie. Ouais, bonjour. 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 Pierre Liégeois, je suis chez EODEV, donc c'est une toute petite structure. On est moins d'une centaine, donc c'est pas comparable avec un groupe comme Stellantis. Donc moi, je viens de l'aéronautique, je suis ingénieur système et j'essaye de déployer de l'ingénierie système. Et ce qui est, je trouve que les ingénieurs système, etc., rentrent assez facilement dans la méthodologie. C'est plus compliqué, je trouve, pour les fonctions annexes. Établir un cahier des charges avec une analyse opérationnelle ou travailler ensuite avec les essais qui puissent du coup récupérer des diagrammes ou des analyses à la base du MBSE. Et donc, ça m'intéresserait de savoir comment vous avez fait par rapport, enfin, des fonctions qui sont annexes à l'ingénierie et comment vous les avez embarquées en fait. Juste une précision, Pierre-Yves, quand vous parlez de fonctions annexes, alors vous avez perdu des essais. C'est le marketing, Ah, d'accord. OK. c'est le SAV, Ouais. c'est donc les essais, enfin la prod potentiellement, enfin même complètement aussi. Enfin voilà, tous les gens qui gravitent autour du produit, qui sont pas spécifiquement bureau d'études et qui ont un rôle à jouer dans le MBSE et dans l'expression d'un besoin ou au contraire récupérer des sorties de l'analyse. Alors, juste, moi, je vais répondre d'un point de vue, je dirais, plus théorique, et puis David, tu pourras Mhm. élargir à ton contexte particulier, hein. Effectivement, Pierre, les fonctions annexes dont vous parlez, ça doit être des parties prenantes de la transformation. Et effectivement, alors le marketing, c'est assez évident, hein, puisqu'ils vont porter le regard des clients. Les essais, ils vont être importants dans la phase de déploiement, mais aussi de conception en amont, puisqu'ils vont travailler avec les designers, les concepteurs et les architectes système. Donc, ils doivent être impliqués.
Et donc, ça fait partie, je dirais, du facteur des facteurs de succès qu'on a vus sur la constitution du projet et sur le sens et les attendus donnés par la transformation. Donc ça, c'est, je dirais, dans la littérature que nous, on partagerait, c'est ce qu'on recommanderait. Après, effectivement, concrètement, David, comment ça se traduit, cette Ouais, alors, association déjà, des parties enfin, prenantes? j'abonde dans ton sens, hein, c'est-à-dire que il y a un certain nombre d'activités que l'on considère annexes à l'ingénierie système, et en fait, si on les positionne, comme ça a été évoqué dans le diagramme opérationnel dès le départ, comme étant des parties prenantes, en fait, on va simplifier un certain nombre de visions et de relationnels, et en tout cas, si ce n'est de les simplifier, en tout cas de les identifier et de pouvoir les travailler. Ensuite, sur un certain nombre d'activités, on va dire plutôt support, tu as évoqué la partie des essais. J'y attache après derrière tout ce qui va être la gestion des défauts, d'évolution, de spécifications ou de pièces. En fait, ça remet encore le point sur ce qu'on a évoqué sur nos 4 facteurs, qui était de bien de dire, il faut toutes les parties prenantes et l'aspect processus, c'est-à-dire on outille un processus et on n'est pas là pour mettre un outil qui va satisfaire le processus. Donc, si dès le départ, vous n'avez pas identifié ces échanges en termes de processus, il va être très, très compliqué de faire un déploiement correct de l'outillage associé. Par contre, avec l'outil, lorsque vous allez déployer l'outil, peut-être que vous allez en effet identifier des possibilités, parce que les éditeurs proposent des interfaces ou des solutions internes à l'animation de ces activités un peu transverses ou support, que vont être les essais, qui vont être les simulations, par exemple, qui vont être la liste des pièces. Donc, il y a des possibilités outillage d'interface, mais ça veut dire qu'en amont, dans ce travail d'un projet commun, ces éléments-là ont été identifiés. Peut-être pas travaillés tout de suite, c'est-à-dire on ne met pas l'effort tout de suite là-dessus, mais par contre, on a identifié les interfaces et c'est typiquement ce que nous, on fait aujourd'hui. On ne peut pas attraper, je dirais, toute la volumétrie et tout le design, y compris la remontée de V d'un seul coup. Donc, on s'est mis des étapes dans l'animation projet et il faut identifier ces interfaces-là. Et après, on verra derrière, est-ce qu'on mutualise les outils? Est-ce qu'on crée des interfaces? Est-ce qu'on les traite autrement? Mais en tout cas, elles sont identifiées. Et c'est hyper important de les identifier dès le départ. Merci David. Pierrick, ça répond à votre question? Attendez, oui. Oui, oui, très bien, oui, merci. Ok. Parfait, ouais. Alors, on a une deuxième question de Richard Blondel. Bonjour Richard. Je te laisse partager ta question. Sinon, on peut peut-être la lire Ouais, s'il n'a sinon, pas. donc, l'idée, c'est effectivement, donc, le point de Richard, hein, c'était de dire qu'effectivement, le sujet compétence est relatif au déploiement de la pratique d'architecture système elle-même. Pas seulement, mais effectivement, bon, c'est une partie de la réponse. Et puis la question, c'est de savoir si effectivement le webinaire s'applique bien si cette pratique est déjà existante dans l'organisation, mais déployer la pratique et l'existence en même temps ajoute sans doute des facteurs de complexité à notre attention. Est-ce correct? L'architecture système. Alors le sujet, effectivement, hein, c'était bien de parler des outillages au service de l'architecture système, donc ce qui suppose qu'on a une compétence d'architecture système en place. Par contre, c'est indépendamment de son niveau de maturité, hein. On a dans nos participants des gens qui pratiquaient l'activité depuis des années, d'autres depuis beaucoup plus récemment. Et surtout, c'était indépendant du niveau d'implantation et de reconnaissance. Alors, Pierre-Yves avait parlé des autres activités. Je pense que la reconnaissance de l'architecture système était indépendante du sujet traité, hein, la reconnaissance par l'entreprise. Par contre, effectivement, elle supposait qu'on parle ici d'une compétence existante ou qu'on met en place. Je vais compléter, hein, en effet, Yann, par rapport à la question. C'est ce lien qu'on a évoqué aussi entre la démarche, le processus et le déploiement de l'outil. Il est évident que nous, dans l'entreprise, la capacité au premier coup d'identifier toutes les parties prenantes est hyper compliquée. Et donc, au moment où on va justement appuyer sur le bouton du déploiement, il y a des métiers qui
qui vont remonter en disant mais nous on ne sait pas faire, nous on découvre. Et donc c'est là où il est important nous de remettre aussi à jour cette partie prenante dans le contexte du projet pour revenir sur les étapes de montée en compétences. Parce que si on dit bah voilà vous devez travailler selon cet outil-là ou avec cet outil-là, mais qu'ils n'ont pas eu la montée en compétences sur l'ingénierie système, sur la philosophie de l'ingénierie système en amont, on sait très très bien que derrière, l'outil sera subi et on aura des difficultés à avoir quelque chose de robuste et en tout cas des gens qui sont volontaires à travailler dedans. Donc le fait aussi d'avoir potentiellement des trous dans la raquette lors de l'identification des parties prenantes, quand on va aller vraiment dans le déploiement, c'est-à-dire maintenant les métiers utilisés, on va forcément découvrir des métiers qui n'ont pas cette connaissance-là ou cette culture-là, et il faudra en effet revenir un petit peu en arrière de notre côté accompagnement, déploiement des compétences d'ingénierie système, et c'est typiquement ce que l'on fait aujourd'hui. Merci David. Merci. Est-ce qu'on a le temps, Christophe? Je parle sous ton contrôle. A-t-on le temps d'une dernière question? Ou sinon on va conclure. Oui, c'est possible. Est-ce qu'il reste quelqu'un? A-t-il une autre question? Stéphane. Je pense que c'est pour Sésame la question, je vous laisse là. Alors moi je ne la vois pas, pardon. Alors, donc la question de Stéphane Guillemot, première participation pour moi, Sésame étant venu dans mon entité pour une mission d'architecture d'entreprise, comment faire pour adhérer au cercle Sésame? Stéphane, c'est très simple, il suffit de nous contacter. On verra avec Christophe nos coordonnées pour que vous puissiez nous recontacter. Et ce sera avec grand plaisir que l'on enrichira le spectre de nos entreprises participantes. Du coup, on va conclure. Alors justement, Stéphane, vous parliez d'architecture d'entreprise. Notre point de départ, c'était finalement plutôt l'architecture d'un système technique et on s'est rendu compte, effectivement, à l'examen de ce thème avec les différents participants, que ça nous renvoyait effectivement que la mise en place, le déploiement d'un outil nous renvoyait à une démarche d'architecture d'entreprise complète, avec effectivement toutes les phases de partage du sens, d'implication des parties prenantes et puis d'anticipation par rapport au contenu, je dirais, de l'architecture tant métier que IT. C'est quoi, David, pour conclure, le plus grand risque lié à la mise en place d'un outil informatique par rapport à ce que toi, tu peux observer au quotidien? Alors, c'est un risque et puis c'est surtout une constatation en fait, qu'on a fait. C'est ce que tu évoquais, et puis ça a été posé aussi comme question, c'est ce lien entre la démarche ingénierie système, c'est-à-dire le savoir-faire ingénierie système, potentiellement déjà des livrables existants, des structures existantes, des modèles existants, donc un savoir-faire existant. D'un autre côté, on va avoir cette volonté de progresser avec un outillage. Et en troisième élément, on va avoir cette organisation, les personnes qui travaillent, c'est-à-dire cette architecture d'entreprise. Et en fait, il ne faut pas qu'on se loupe, j'aurais tendance à dire, dans l'identification qu'on a évoquée, de la gouvernance, du projet, des parties prenantes, des gens qui vont être impliqués. Dans ce triptyque-là, il faut bien identifier l'ensemble de ces personnes-là qui vont apporter la connaissance de l'organisation et de la structure de l'entreprise, le savoir-faire outillé et ce savoir-faire ingénierie système. Et nous, aujourd'hui, on essaye d'avoir ce triptyque-là pour avoir une vision le plus large possible et complète possible. C'est pas facile, c'est compliqué, surtout dans une grande entreprise telle que la nôtre, mais c'est quelque chose sur lequel on essaye de s'attacher le plus possible pour avoir une convergence opportune par rapport à nos attentes. David, merci beaucoup. Merci à toi, Merci beaucoup Yann. pour Merci aux tous les participants. éclairages
sur notre sujet. Et je remercie également tous les participants du Cercle Sésame hein, qui ont contribué à l'élaboration de cette synthèse. Donc, je vous donne rendez-vous si ça vous a intéressé sur les restitutions à venir. Hein. On a encore donc deux thèmes normalement à restituer sur ce sujet du déploiement des outils IT et de la démarche d'architecture d'entreprise associée. Donc, si vous souhaitez effectivement vous connecter, on vous enverra prochainement des invitations. Et bien sûr, si vous souhaitez participer au Cercle Sésame, vous pouvez nous recontacter. Alors, oui, Wissam, vous avez une question? Je vous prends une dernière question avant de mettre fin au webinaire. Alors, Wissam, Désolé, c'est une mauvaise manip. Ah, c'est bon, je vous entends. Excusez-moi, c'était une mauvaise manip. D'accord. Très bien. Écoutez, merci à tous de votre participation. Merci tout le monde. Et on vous donne rendez-vous très prochainement sur un nouveau partage des travaux du Cercle Sésame. Au revoir à tous, bonne journée.